J'ai reçu ce slot MVS de la part de Roderick. Il est patient et doué pour réparer une multitude de machines rétro, et il fait des vidéos explicatives très intéressantes sur ces machines et leur réparation. Mais il n'avait pas le matériel pour réparer ce slot. Il a travaillé sur un problème de puce de données, et il a retiré deux puces SRAM et remplacé l'une d'elles avec quelques dommages collatéraux. J'ai accepté volontiers de lui donner un coup de main pour étudier les problèmes de cette carte infernale. Attention, ça va être long, et j'irai pas jusqu'au bout de la réparation. Des patchs ont été posés sur le bus de données, deux pastilles ont été arrachées. Je vais voir si je peux les repiquer sur les pastilles de la RAM de backup plus proche. La zone de backup a aussi quelques pastilles douteuses. Et pour certaines, il n'y a plus de doute. Je commence par retirer les patchs. Les pastilles arrachées concernent une ligne du bus d'adresse et deux lignes du bus de données. Le remplacement de la RAM par Roderick n'ayant pas corrigé son problème de bus, je devrais pouvoir observer le problème, même dans l'état actuel. J'observe le bus de données au niveau de la ROM système, parce qu'elle a de grosses pattes bien pratiques. Je pose une sonde sur sa broche d'activation pour observer d'éventuels conflits lors de l'accès en lecture à la ROM. En bleu, les accès à la ROM, et en rouge, l'état du bus. On voit que lors des accès en lecture, le bus est tiré vers le haut et ne parvient pas jusqu'au niveau logique 0. J'observe ce phénomène sur toutes les broches du bus de données. Le processeur dialogue avec le circuit graphique via la puce LSPC2. Celle-ci est en mesure de parler sur le bus de données et représente donc un suspect potentiel. Ces 8 lignes correspondent à des lignes de données. Je vais couper celle qui est la plus isolée pour pouvoir la réparer plus facilement par la suite. Je vérifie ensuite que la ligne n'est plus raccordée au LSPC2. Je sonde à nouveau le bus avec le même résultat. La puce LSPC2 n'est pas la fautive. Le bus de données est relié directement au port cartouche sans puce intermédiaire. Pas de coupable de ce côté-là non plus. Il ne reste plus guère que la puce Neo F0 que je n'ai jamais vue avoir le moindre souci. Elle est notamment en charge de la lecture des deep switch de la carte et des entrées-sorties liées au système multicartouche, ce qui n'est pas le cas sur cette carte. Elle est située ici, près de la banque des deep switch. Les lignes de données sont situées sur le bas de la puce et partent directement vers le CPU. Difficile d'en couper une sur cette face. Au dos de la carte, ce n'est pas beaucoup mieux. Les lignes sortent de via très rapprochés et partent directement sur le CPU. Je sonde ma ligne de données D1 tout en tentant d'activer le premier bouton DIP avec mes gros doigts. Et j'observe que le signal est tiré vers le haut quand j'active le bouton. En déplaçant le seuil de mon trigger, j'observe aussi que le signal est tiré vers le bas quand je désactive le bouton. Le bus est clairement tenu par la puce Neo F0. En regardant le brochage de la puce Neo F0, on observe la proximité entre les entrées DIP et les lignes de données du bus. Et en lisant la description des signaux, on comprend que l'état des DIP switch n'est placé sur le bus que lorsque le signal DIP RD0 est actif. On va observer ce signal pour s'assurer que le coupable n'est pas le décodeur d'adresse qui génère le signal DIP RD0. Le slash devant le nom du signal indique qu'il est actif à l'état bas. Regardons donc si le signal reste bloqué à l'état bas, forçant le Neo F0 à écrire l'état des DIP switch sur le bus. Le résultat est sans appel, la puce Neo F0 n'est jamais sollicitée. On a donc un problème d'activation sur cette puce. Dans ma salle d'attente, je dispose d'un slot qui ne démarre pas, avec probablement un LSPC2 ou un Neo B1 mort. Je vais lui voler sa puce Neo F0. Pour retirer la puce, j'ajoute de l'étain sans plomb pour abaisser la température de fusion. Je chauffe patiemment et je soulève la puce sans forcer pour n'arracher aucune pastille. Maintenant que je suis rodé, je fais la même chose sur la carte à réparer et je retire la puce défectueuse. Il est temps de poser la puce de remplacement. Je commence par nettoyer les pastilles à la tresse à dessouder en tirant dans le sens des pastilles pour réduire le risque d'arrachement. Je retire le surplus d'étain des pattes de la puce avant de la positionner. Je la bloque en position en posant un point d'étain dans chaque coin. En théorie, 2 coins suffisent, mais au moment du soudage, on chauffe forcément l'un des coins et on risque de libérer des tensions et de faire bouger la puce. Ensuite, on ajoute du flux et on soude par tirage. L'excès d'étain est retiré à la tresse à dessouder. Le résultat n'est pas parfait, mais ça va le faire. La puce ayant une bonne densité de pattes, je les vérifie une par une au microscope et je corrige les ponts de soudure que je peux détecter. Le bus a maintenant l'allure qu'il devrait avoir. Les différents niveaux hauts que l'on observe sont dus au fait que les différentes technologies de puces ont chacune leur tension de niveau haut.
On peut quasiment savoir quelle puce parle sur le bus en fonction de son niveau de tension haute. Je n'ai toujours pas d'image à l'écran. La puce LSPC2 est la première suspecte. Je répare rapidement la piste que j'avais coupée pour éliminer un problème évitable. Dans les faits, le fait de couper cette piste devrait créer des problèmes graphiques, mais on devrait quand même avoir une image, même dégradée à l'écran. Je gratte et je nettoie la piste coupée. J'ajoute du flux et j'étame la zone pour créer une réparation du pauvre, mais qui suffira pour le moment. Je teste la réparation et j'ai bien continuité d'un côté à l'autre. Pour mettre toutes les chances de mon côté, je vais m'assurer que la SRAM remplacée fonctionne en réparant les pastilles arrachées. La partie mémoire de backup n'est pas nécessaire pour démarrer la carte, et encore moins pour avoir une image. Pour ce genre d'opération, on peut utiliser des pad strips. Il s'agit de minuscules bouts de piste que l'on peut venir souder sur les pistes à réparer. On voit ici très bien la pastille arrachée. Je gratte le via pour récupérer du cuivre, et je l'étame. Je fixe ensuite dessus le minuscule pad strip, tout en me disant que quand je vais souder la puce dessus, la soudure sur le via va probablement fondre et se détacher. Je décide alors de tenter une utilisation détournée de cette planche de strip. Et je découpe carrément une nouvelle pastille dans la planche. Je l'étame et je viens la raccrocher au via. Je m'assure que la pastille tiendra en place durant le soudage en posant à chaque extrémité une goutte de masque de soudure durcissant aux UV. Voilà le résultat une fois durci. Il reste du boulot avec les autres pastilles arrachées. Je pose toutes mes bandes d'un coup, puis je les soude toutes en place. Je les recoupe en laissant assez de longueur pour pouvoir les coller. Puis revient le moment du masque de soudure. Et le masque est posé. Le masque durcit aux UV. Un kit de manucure fait relativement bien l'affaire. Je fais enfin un contrôle de continuité des pistes et des pastilles. Voilà, c'est pas très beau, mais encore une fois, ça devrait le faire. Je dispose de la puce de RAM déjà soudée par Roderick, d'une puce qui se promenait toute seule dans le sac, et de puces neuves. Je vais tenter ma chance avec les puces neuves. La pose des puces sur les pastilles réparées se fait sans problème notable. J'essaie à présent de suivre la trace du signal de synchronisation vidéo. Sans lui, pas d'image, même noir. Il arrive sur le connecteur JAMA, et on peut le remonter jusqu'à cette porte logique OR. En sondant la ligne, je n'observe pas le beau signal logique carré que j'attends. J'ai sondé la broche 3 de la puce qui est une sortie. Voyons ce qui se passe sur ces entrées. Les deux entrées sont accrochées ensemble, ce qui fait de la porte un buffer asynchrone ou un adaptateur d'impédance, et même si le signal ressemble plus à un signal de synchro, il est très déformé. Le niveau haut semble correct, mais le niveau bas est clairement trop haut pour être reconnu comme tel par une porte logique TTL. Si je suis la piste du signal d'entrée qui arrive sur les broches 1 et 2, je le retrouve sur ce VIA, puis directement sur la puce LSPC2. Comme dans le cas du Neo F0, la puce peut être défectueuse et tirer le signal vers le haut à tort. J'entreprends donc de la retirer de l'équation et de la carte. Sans charge, le LSPC2 sort quelque chose qui ressemble de loin à un signal de synchro. Si les signaux de VBL sont corrects, ceux de HBL ne descendent pas assez bas. La puce LSPC2 est défectueuse. S'agissant d'une puce introuvable sans sacrifier une carte, on va tenter un sauvetage. Je vais réaliser un bricolage à base de comparateurs qui devrait permettre de générer un signal carré à partir de ces petites oscillations. Pour l'expérimentation, je vais générer un signal de synchro altéré, comme celui de la carte, sur mon générateur de fonctions. Me voilà maintenant avec un signal carré qui oscille entre 3 et 5 volts, à une fréquence de 15 kHz. A l'aide de ce potentiomètre, je règle son seuil de déclenchement. Et voici ce que j'obtiens en sortie du comparateur. Un beau signal carré. Je mesure la valeur des potentiomètres ohmmètre et je les remplace par des résistances de même valeur. Je vais aussi avoir besoin de remplacer la porte hors de la carte. J'ai des restes d'une réparation de backup RAM présentée l'année dernière. Je monte une puce sur un adaptateur DIP pour pouvoir travailler avec ma breadboard. Le résultat n'est pas parfait. On note pas mal d'undershoot et en regardant de plus près, la porte logique oscille au moment de la première transition. Je vais essayer de stabiliser la sortie du comparateur, donc avant la porte logique, à l'aide d'un condensateur. Et voilà la différence de front descendant avant et après la pose du condensateur. Le front est stabilisé.
Un condensateur au niveau de la porte logique finit de corriger le signal de sortie. Encore une fois, avant-après, il ne reste plus qu'à raccorder tout ça sur la carte pour voir si ça fonctionne. Pour réduire le bruit, je monte tout ça sur un morceau de plaque à trous. Le résultat est le même qu'avant, heureusement. Je raccorde ensuite le strict minimum sur la carte, l'alimentation et le signal d'entrée. Le résultat est très concluant, j'observe un signal d'entrée tordu et un signal de sortie bien carré. Je poursuis l'expérience en raccordant tous les fils cette fois. Ça fait un bon paquet de nœuds. Et j'obtiens une image. Elle saute, elle ne ressemble à rien, mais elle est là. Il s'agit visiblement de messages d'erreur affichés par la carte, mais les caractères sont brouillés. Il s'agit probablement d'un souci avec la RAM vidéo. Il apparaît qu'avec le temps, le signal de synchro se dégrade. On l'observe ici sur un écran CRT à gauche et à l'oscillo à droite. Au passage, Picoscope a fait sa première mise à jour majeure en 4 ans. L'interface est bien plus sympathique. On voit que la synchro se perd progressivement à gauche, tandis que les signaux HBL disparaissent progressivement à droite, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le signal vertical. On a alors une image qui ne tourne pas, mais qui n'est pas alignée correctement. Pour réduire les parasites et éliminer les problèmes potentiels avec les autres signaux issus de la porte logique, je vais replacer la porte d'origine et rerouter seulement le signal de synchro vers ma plaquette. Je dois replier les 3 pattes concernant le signal de synchro pour ne pas les souder sur la carte. Je soude l'ancienne puce avec ses 3 pattes en l'air. Je soude ma carte directement sur les pastilles de la carte, sans toucher les broches de la puce. Et après tous ces efforts, je constate que le résultat est le même. Et voilà le moment de la révélation, le moment où je m'aperçois qu'en réfléchissant un peu plus, j'aurais gagné quelques heures de boulot. Si le signal ne redescend pas assez bas, c'est peut-être simplement parce qu'il s'agit d'un signal issu de l'équivalent d'un transistor PNP en collecteur ouvert, avec une résistance de pull-down défectueuse. En français, le SPC2 arrive à tirer le signal vers le haut, mais la résistance qui est censée le tirer vers le bas est défectueuse. Si je place une résistance entre la masse et le signal de synchro, j'obtiens un joli signal carré sans effort. Il est temps pour moi de retirer mon montage et de ressouder les 3 pattes sur la carte. Je vais essayer d'utiliser une résistance CMS de 10 kΩ qui saura se faire discrète sur la carte. Voilà, plus qu'à souder ce petit objet sur la puce. Quand je parle de petit objet, voilà la chose, là à 8 cm. Je soude la résistance sur la broche d'entrée, presque du premier coup. Je l'avais soudée sur la sortie juste avant. Et j'utilise une fine patte de résistance pour accorder la résistance au plan de masse. La bonne nouvelle, c'est que le signal de sortie du LSPC2 est réparé. La mauvaise, c'est que le signal de sortie de la porte logique est mauvais. En regardant le signal du LSPC2 de plus près, on constate qu'il descend aux alentours de 1,2 volts. Le standard TTL indique qu'un signal ne peut être considéré à un niveau bas qu'en dessous de 0,8 volts. Ici, nous sommes dans la zone indéterminée, un peu trop haut pour être considéré comme un niveau bas. Pour les portes logiques de remplacement dont je dispose, et qui ne sont pas en technologie TTL, les spécifications indiquent que le seuil de niveau bas est de 1,35 volts pour une alimentation de 4,5 volts. Il sera même plus élevé avec l'alimentation plus proche de 5 volts de la carte. Je fais un test sur breadboard en réglant mon générateur de fonctions sur les mêmes niveaux que le signal de synchro de la carte. J'injecte ensuite ce signal dans la porte logique et elle restitue le signal correctement. Je pousse un peu le test pour m'assurer que j'aurai un peu de marge. Et même avec un niveau bas supérieur à 2 volts, la porte est toujours capable de discerner les niveaux hauts et bas. Je dépose la puce TTL d'origine et je pose à la place ma puce MOS. La manœuvre est compliquée parce que la puce est plus petite que l'empreinte sur la carte. Autrement dit, les pattes ne reposent pas sur les pastilles. Je pose ensuite ma résistance de pull down, puis je la casse en tirant dessus pour la raccrocher au plan de masse. Et j'en pose une nouvelle. Le signal de synchro en sortie est à présent impeccable. L'image obtenue est particulièrement stable, mais elle est toujours invalide. On déchiffre très clairement un message d'erreur backup RAM. Le test consiste à écrire en mémoire la valeur exa 5555 et à la relire. Ici, la fin de la ligne ne ressemble pas à des 5. On écrit 5555 et on lit 55 quelque chose. Cela indiquerait un souci avec la RAM de poids faible. Concrètement, il s'agit de cette puce, que nous venons de remplacer, il y a 2 semaines en fait. Je refais une passe pour vérifier les continuités et tout semble correct. Je m'intéresse ensuite au signal d'écriture généré par la porte logique sur le circuit de backup alimenté par la pile. J'ai déjà eu l'occasion de réparer ce circuit précédemment. Il s'avère que la connexion entre la porte logique et la puce de RAM ne se fait pas. En y regardant d'un peu plus près, la piste semble endommagée. Je nettoie la piste coupée en vue de la réparer. Les soudures étant toutes un peu douteuses, j'en profite pour les refaire.
J'étame la piste coupée et le via d'où elle provient. Puis je soude un fil entre le via et la patte de la puce. Après cette réparation, le slot démarre et l'Unibios remonte un message d'exception. Il y a donc un autre souci avec la carte, en plus du problème graphique. Un passage par la ROM de diagnostic donne un résultat inexploitable. Et vu que le son est mort sur ce slot, on ne peut pas l'utiliser pour faire un diagnostic sous forme de bip. Commençons par tester les deux puces de Fastram vidéo. Elles indiquent au circuit graphique quel sprite doit être affiché à quel endroit. Je teste les deux puces sur mon programmateur. La première est morte, la seconde aussi. J'avais quelques puces en stock, je les teste et elles fonctionnent. Enfin, deux sur les trois que j'avais. Je pose des supports à la place des puces et voilà les nouvelles puces en place. Le résultat est saisissant, rien n'a changé. Les signaux semblent très corrects vus à l'oscillo. Je m'intéresse à présent aux slowram vidéo. Elles contiennent la définition des tiles de sprite et du fix layer et ne sont peut-être pas innocentes. Il s'agit du même modèle que les puces de RAM que nous avons déjà remplacées. Je les retire proprement et je les remplace par des neuves. Et suspense, c'est pareil. En faisant un tour des puces graphiques, je tombe sur la ROM L0. C'est elle qui contient les coefficients de dézoom qui ont rendu la Neo Geo célèbre. Étant donné que les caractères paraissaient écrasés, c'est une très bonne candidate. Et son bus de données est clairement louche. Avant d'envisager une transplantation, je vérifie sa broche d'activation et je constate qu'elle n'est jamais accédée. Et ce n'est pas un problème de continuité, le SPC2 n'active tout simplement jamais cette broche. Sensibilisé sur les problèmes de pull-up pull-down, je fais un test de pull-down du pauvre en raccordant la ligne à la masse via une résistance de 10 kΩ. Le signal reste toujours à l'état haut. La ROM L0 est sur un bus un peu particulier, le P-bus, qui relie indirectement les ROM des cartouches et la ROM L0 à la puce Neo B1 pour le rendu graphique, sous l'orchestration du LSPC2, toujours lui. Sur un slot qui fonctionne, j'arrive à trouver un signal en opposition avec celui d'activation de la ROM L0. Je devrais donc être en mesure de bricoler un signal d'activation sur ma carte malade à partir de celui-ci. Sur la route de cette ligne d'activation, on peut trouver un buffer qui pourrait être en cause. Je le retire pour voir si le signal est rétabli, et le signal reste le même. Je remets la puce en place. Il faut se rendre à l'évidence, ce LSPC2 a subi plusieurs défaillances. Il a probablement d'autres soucis. Sans compter que ce slot tente d'afficher une erreur supplémentaire, probablement non liée à lui. Je vais quand même tenter le coup de la génération du signal absent, mais je profite de mon inspection pour couper les pattes de composants qui pourraient toucher et causer de nouveaux dommages. Le signal que je compte utiliser pour générer mon signal d'activation sort du LSPC2 pour aller sur le connecteur de cartouche. Le signal d'activation sort du LSPC2, part sur la ROM L0 et continue sur le buffer. C'est ici que nous allons couper la ligne pour isoler le SPC2. On pourra alors repiquer le signal qui nous intéresse à la base du connecteur et l'inverser et l'injecter sur le circuit d'activation. Voilà de bons gros fils rigides soudés aux endroits stratégiques. Ils sont raccordés sur la porte NOT via une breadboard. L'alimentation est prise directement aux pattes de la ROM L0. On obtient bien nos deux signaux en opposition de phase pour un résultat très similaire à ce que l'on pouvait observer sur le slot fonctionnel. Malheureusement, cela ne suffit pas à rétablir l'affichage. Perdu pour perdu, on va tenter le remplacement de la puce LSPC2. Cette puce est l'une des plus difficiles à transplanter avec le Neo B1 en raison de sa densité de broches. Je vais récupérer le LSPC2 de mon slot mort. Il y a de bonnes chances que le problème du slot provienne également du LSPC2. Si le slot ne démarre pas après le remplacement, on saura que la panne venait de là. Je commence par extraire à l'air chaud la puce à transplanter. Je fais de même sur la carte de Roderick. La puce rejoint le tas de puces remplacées sur le slot. Je prépare le support en m'assurant que toutes les pastilles sont nettes et en bon état. Étant donné la densité de pâte à laquelle nous avons affaire ici, il est très compliqué de faire des ajustements une fois les opérations de soudage démarrées. Et voilà à quel endroit la magie va opérer. On peut se rendre compte de la densité de broche quand on voit mon doigt à côté, et je n'ai pas de très gros doigts. J'entreprends de nettoyer les pattes de la puce à poser et de les espacer correctement. Encore une fois, il sera impossible de réaliser ces opérations une fois l'opération de soudage démarrée. Tout est à peu près droit, on va pouvoir commencer. Je fais une dernière inspection des pistes sous la puce pour m'assurer qu'elles sont en bon état. Et c'est parti pour la pose. Je commence par mettre la puce dans le bon sens, c'est une étape importante que je ne respecte pas systématiquement. Ensuite, il faut aligner au mieux les 4 rangées de broches sur les pastilles. Une fois la puce en place et les coins fixés, il faut reprendre le travail d'alignement des pattes individuellement. Les pattes doivent tomber précisément sur les pattes pour ne pas créer de ponts de soudure ingérables par la suite, qui aboutissent à arrachement de pastilles ou des pattes. Puis vient le moment du soudage. Je vérifie régulièrement que les pattes sont bien soudées et qu'il n'y a pas de pont de soudure.
Je tire les ponts vers l'extérieur où ils sont plus faciles à éliminer en nettoyant la panne du fer à souder. Il ne reste plus qu'à nettoyer. Et le test est sans grande surprise, je n'observe plus de signal de synchro, le slot est figé, la puce LSPC2 de remplacement était également morte. J'arrête les frais sur ce slot, que j'aurais adoré faire fonctionner, mais qui souffre de bien trop de problèmes. En plus des pistes coupées par la main de l'homme et par la corrosion, on se retrouve quand même avec un sacré paquet de puces défectueuses. Il en reste probablement d'autres sur ce slot. Merci à Rodrigue pour ce charmant petit cas d'étude et désolé de ne pas avoir pu faire mieux avec.